Je remercie l'IREMO pour l'invitation. Et j'ai eu la chance d'être avec vous depuis ce matin. Et donc, je trouve le public très sympathique. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Donc, effectivement, moi, je vais vous parler du Caire actuel. Mais surtout, en fait, exactement depuis 2011, donc depuis la Révolution. Et vous avez vu un petit reportage sur un documentaire sur les manifestations sur la place Tahrir. Et donc, contrairement à ce matin, on est dans une métropole de à peu près 23 millions d'habitants, hein, pour le répéter, et donc dans une ville aussi qui s'est encore plus étendue que durant le XXe siècle. Moi, je vais vous parler surtout principalement de deux espaces, pas uniquement de la nouvelle capitale administrative, puisqu'il faut comprendre d'abord ce qui s'est passé dans le centre-ville. Donc, ce centre-ville, c'est celui dont on a parlé ce matin. Le centre-ville moderne ismaélien, et donc que je vous ai situé sur cette carte. Et je vais ensuite donc vous parler de la nouvelle capitale administrative. Donc, pour le centre-ville du Caire, je voulais vous montrer cette carte, donc tout simplement pour vous montrer en quoi c'est un centre politique et administratif du Caire. Vous avez en particulier en bleu-vert les bâtiments politiques, l'Assemblée nationale, le Sénat, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, mais aussi des ambassades, l'ambassade américaine, l'ambassade britannique, ou encore l'ambassade canadienne. Et d'ailleurs, ces trois ambassades sont dans le quartier de Garden City, dont on a parlé aussi ce matin. Vous avez aussi des institutions culturelles, le Musée national des antiquités égyptiennes, pour n'en mentionner qu'un, et un ancien centre politique, le Palais Abdin, qui a été aussi évoqué ce matin, où se situait le pouvoir khedivial. Donc ça, c'est pour vous montrer en quoi cet espace est très important et très stratégique. Et donc, c'est aussi à la fois donc, un espace de représentation du pouvoir politique, mais aussi espace de la représentation du pouvoir politique, mais aussi de sa contestation. Donc là, vous avez une photo des manifestations pendant l'année 2011 contre le pouvoir de Moubarak, donc avec ce slogan en particulier « Pain, liberté, dignité ». Et vous avez aussi, donc ça c'est des manifestations qui ont regroupé parfois 1 million d'habitants dans l'ensemble même du pays. Et je voulais vous parler aussi, donc, puisque en fait, alors ça on ne l'a pas dit, mais moi je suis géographe, donc je me suis intéressée en fait un peu aussi à la géographie de la Révolution, à partir plutôt de sources indirectes, puisque moi j'ai commencé à aller au Caire qu'en 2015. Donc bien après la Révolution. Et là, vous avez quelque chose de très intéressant, c'est le sit-in de la place Tahrir. Je ne sais pas si vous êtes familière avec ça. C'est un sit-in qui a duré à peu près 2 semaines, donc fin janvier, début février 2011, et qui a été pratiquement une ville dans la ville. Vous voyez comment cela s'organise. Donc au milieu, vous avez ces tentes en blanc, donc là où on pouvait dormir, mais aussi là parfois où étaient soignés des blessés. On vous parle aussi d'une clinique, la KFC Clinique. Alors pourquoi KFC Clinique? Simplement parce qu'il y a un KFC qui est là. Et donc on a mis en place, les révolutionnaires ont mis en place une clinique pour soigner les blessés, notamment liés aux affrontements avec la police, donc entre révolutionnaires et policiers. Vous avez aussi tout un système un peu de service public urbain qui se met en place en fait pendant ce sit-in, distribution de nourriture et d'eau gratuite, ramassage des déchets, donc c'est pour ça qu'en fait on parle vraiment d'une ville dans la ville. Et les révolutionnaires se sont auto-organisés. Il faut savoir aussi que, donc là on est donc sur la place Tahrir, place centrale, dans le centre-ville. Je peux peut-être essayer de vous remontrer où se situe la place Tahrir. Vous la voyez à côté du Mogama. Donc à l'intersection en fait, de voies très importantes, notamment les ponts qui permettent de passer de l'autre côté du Nil. Et c'est un espace qui était fortement sécurisé par les révolutionnaires eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des comités de sécurité autour de la place Tahrir, où ils pouvaient par exemple vérifier les cartes d'identité de ceux qui rentraient sur la place Tahrir. Il faut savoir qu'en Égypte, sur la carte d'identité, il y a la profession. Donc ils pouvaient par exemple vérifier si c'était des policiers en civil. Mais vous avez aussi, alors on voit la mention des tanks, donc en haut à droite, pour les personnes aussi sur Zoom. Pardon, je n'utilise pas le pointeur parce que je n'ai pas l'habitude. Voilà, les tanks ici. Mais en fait, tout autour de la place Tahrir, vous aviez par exemple des tanks.
Pourquoi ces tanks? Puisque au moment du début de la Révolution, donc à partir du 25 janvier 2011, la police, au tout début, s'est retirée des rues. Alors, pourquoi? On a supposé aussi que c'était une stratégie du chaos menée par le gouvernement de Moubarak, c'est-à-dire créer plus d'insécurité dans les rues pour qu'éventuellement, potentiellement, la population se retourne contre la révolution. Ils ont ouvert aussi les portes des prisons. Donc voilà. Et en fait, à ce moment-là, l'armée s'est proclamée garante de la révolution au tout début. Donc, quand je dis l'armée, c'est notamment le Conseil suprême des forces armées. C'était mentionné dans le documentaire aussi, il parlait du SCAF. Donc le SCAF, c'est l'acronyme en anglais, Supreme Council of Armed Forces. Donc moi, je vais vous parler aussi du SCAF pour aller plus vite, puisque c'est plus facile ça que CSAF, voilà, en français. Donc je vais vous parler du SCAF. Et le SCAF aussi a été responsable en fait du gouvernement de transition au moment où Moubarak, le 11 février 2011, a quitté le pouvoir. Donc là, une autre carte pour vous montrer en quoi c'est un espace stratégique. Là, je vous remets un peu en vert les lieux emblématiques de la Révolution avec la place Tahrir, mais vous aviez aussi une place plus au nord, la place Talat Harb, où il y avait aussi des rassemblements. La rue Mohamed Mahmoud, qui est très importante, puisque, et vous allez le voir que pour la suite de mon propos, ça va être important, il y a eu aussi de nombreux affrontements entre la police et les révolutionnaires dans cette rue-là. C'était aussi une rue qui était pleine de graffitis. Alors, je suis désolée pour les personnes sur Zoom, mais en fait, je vois qu'on a une photo juste là, par exemple, pour vous montrer ces graffitis dans la rue Mohamed Mahmoud. Notamment, c'est des portraits de martyrs de la Révolution. C'est les photos d'ailleurs de Pauline Benny, on vient de me le dire, et je souligne son travail. Et bien évidemment, donc vous voyez en fait espace stratégique, puisqu'en fait c'est aussi un espace où on va aller au contact en fait des institutions politiques, notamment le ministère de l'Intérieur, qui est responsable de la police en Égypte. Donc contester les violences policières, c'est aussi aller manifester devant le ministère de l'Intérieur. Donc que vous voyez ici, alors je pense que pour les personnes sur Zoom c'est assez quand même parlant, c'est marqué. Et vous avez aussi des voies très importantes, des axes de circulation très importants, la rue Asralaini, la Corniche ici, ou encore ces ponts, comme je vous disais, qui permettent de rejoindre la place Tahrir pour faire un effet de masse pendant la Révolution. Donc là, petite chronologie très rapide. Donc je vous parlais du sit-in de la place Tahrir, et donc qui s'est terminé avec le départ de Hosni Moubarak le 11 février 2011. Mais bien évidemment, la révolution, c'est un processus long. Elle ne se termine pas quand le chef de l'État quitte le pouvoir. Et en fait, toute l'année 2011 est marquée par des affrontements avec la police. Donc, je vous parlais des batailles de la rue Mohamed Mahmoud. Il y a aussi le massacre de Maspero. On pourra revenir dans les questions si vous voulez. Et donc, le SCAF fait ce gouvernement de transition jusqu'à l'élection de Mohamed Morsi, membre des Frères musulmans, en 2012. Mais du coup, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, pour les personnes qui n'étaient pas là, bien évidemment, on a, date très importante, un coup d'État de l'armée, donc la destitution de Morsi en 2013, et qui a été en fait suivi en 2014 par l'élection de Abdel Fattah el-Sisi, qui était à la tête du SCAF. Donc, au tout début de la Révolution, c'est quelqu'un d'autre, c'est Tantawi, mais au bout d'un moment, c'était Abdel Fattah el-Sisi. Et on voit, à partir de 2013, vraiment un renforcement du gouvernement autoritaire, de l'autoritarisme en Égypte, avec de fortes répressions. Donc, on a parlé aussi des massacres qu'il y a eu, des sit-ins des Frères musulmans, mais aussi l'arrestation de nombreux militants, de manière générale, pour rappeler donc 60 000... une estimation de 60 000 prisonniers politiques. Donc c'est une estimation, bien évidemment. Et on a aussi toute une série de lois répressives, notamment la loi de 2013 anti-manifestation, donc qui interdit toute manifestation non autorisée
Mais pour que la manifestation soit autorisée, il faudrait préciser le nombre de manifestants, le slogan, les revendications, les lieux, le trajet, etc. Et donc préciser par exemple un nombre de manifestants, c'est quand même normalement impossible, puisque de toute façon les contestations ne peuvent plus avoir cet effet de surprise en fait. Et d'ailleurs, personne ne demande d'autorisation pour des manifestations en Égypte aujourd'hui. Donc voilà pour vous parler un peu du contexte. Et bien évidemment, je vais vous parler de cette nouvelle capitale. Alors, j'ai mis dans le titre « Ville sécuritaire » pour vous expliquer, donc je parlerai un peu plus tard de la nouvelle capitale, pour vous expliquer un peu ce que j'entends par la sécurisation d'une ville. C'est en fait l'idée que c'est une sécurisation par et pour le pouvoir politique. Je ne vais pas du tout parler d'enjeux sécuritaires du type des accidents de la route, bien évidemment, de la criminalité ou du harcèlement de rue. Ça n'est pas mon propos ici, mais c'est vraiment le régime qui se protège contre les contestations. Hein, c'est ça que j'entends par sécurisation, juste pour être clair, et ne pas vous faire mauvaise pub juste avant et vous dire après vous êtes déçus de ce dont j'ai parlé. Et donc la sécurisation dont je vais parler, elle est pour protéger le régime autoritaire, mais aussi le légitimer parfois et le stabiliser. J'ai deux aspects par rapport à ces enjeux sécuritaires. Tout d'abord, c'est l'idée un peu comment on se sécurise dans le centre-ville, c'est-à-dire dans les rues, c'est comment on va protéger les institutions politiques. Ce sera un peu la première partie de ma présentation. Mais la deuxième partie de ma présentation, c'est pour vous montrer aussi comment des méga-projets urbains, qui répondent au départ officiellement à des enjeux d'urbanisation, de décongestion du centre-ville, cachent aussi des enjeux sécuritaires. Et donc comment, en fait, à travers, par exemple, le projet de la nouvelle capitale, on peut montrer toutes les obsessions sécuritaires de ce régime et montrer, en fait, la dimension autoritaire des projets d'urbanisme. Donc voilà mon propos. Et donc, pour vous parler tout de suite de ma première partie, alors c'est dommage parce que du coup, bon, le titre, peu importe, je vais vous le dire, hein, c'est de parler de la sécurisation dans le centre-ville, donc sécuriser une ville existante. Pour vous dire, donc comme je vous disais, au moment de tout début de la Révolution, la police s'est retirée des rues. Il y a eu donc ces comités populaires de sécurité organisés par les révolutionnaires eux-mêmes, donc autour de la place Tahrir, mais aussi dans d'autres quartiers autour de la place Tahrir. Sur la place Tahrir aussi, il y a eu par exemple des brigades anti-harcèlement pour protéger notamment les femmes révolutionnaires. Donc les révolutionnaires se sont auto-organisés pour leur sécurisation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres acteurs de la sécurité, donc les acteurs étatiques ou militaires. La police est revenue très vite dans les rues, je vous parlais des affrontements avec les policiers, mais aussi l'armée. Et l'armée, notamment après les batailles de la rue Mohamed Mahmoud, dont je vous parlais dans mon propos introductif, a construit ces murs, que l'on voit d'ailleurs aussi dans le documentaire, a construit ces murs qui bloquent complètement les rues pour protéger les institutions politiques. Donc là en particulier, en fait, il faut vous imaginer que je fais dos à la rue Mohamed Mahmoud, et que là c'est une rue perpendiculaire à la rue Mohamed Mahmoud qui mène au ministère de l'Intérieur. Ces murs donc, ont été créés par le SCAF et construisaient un peu une ligne de front entre, d'un côté, les forces de l'ordre qui se mettaient derrière le mur et les révolutionnaires. Et ça construisait à la fois, d'un côté, donc, du côté des institutions, des espaces très sécurisés, protégés contre l'arrivée contre les manifestations, et des espaces où se produisaient encore des affrontements avec la police et donc des protestations. En particulier, donc là, par exemple, si je vous montre, là, vous en avez encore un autre. Et si vous voyez, en fait, ces murs qui ont commencé à être construits en 2011 ont été multipliés un peu partout dans le centre-ville, aussi autour de l'ambassade américaine dont je vous parlais. Et ont été, alors si vous voyez, donc ça c'est des photos, donc moi je vous ai dit, première fois où j'arrive au Caire, moi c'est en 2014, je ne faisais pas encore des recherches, mais ensuite j'ai mené mes recherches en 2015, et là vous voyez la date, on est en 2014. Donc ces murs qui étaient au départ des dispositifs d'urgence,
où on a empilé des blocs de béton ont été pérennisés pendant très longtemps, quand même. D'ailleurs, des révolutionnaires ont tenté, donc il faut s'imaginer, on a à peu près 3 mètres de haut, à peu près, donc des blocs de béton très lourds, et les révolutionnaires ont tenté de les détruire en bougeant un bloc de béton. Sauf que bouger un bloc de béton, ça prenait des heures, et l'armée pouvait les reconstruire très très vite. Donc, au bout d'un moment, ces murs, ils ont été un peu pérennisés, et en plus, l'armée a mis des petits loquets pour attacher ces blocs de béton au fur et à mesure. Donc, vous avez ceci. Encore un autre mur. Alors, pardon, excusez-moi, je prends des photos. Mes photos sont prises très rapidement, et donc pas de très bonne qualité, toujours. Mais donc là, ça, c'est un des murs autour de l'ambassade américaine. Et on voit, d'ailleurs, ces petits loquets pour attacher les blocs de béton entre eux. Là, je vous mets aussi une carte pour vous montrer que ces murs, donc ça c'est ce que j'appelle un dispositif sécuritaire, c'est qu'il n'y avait pas que ces murs pour sécuriser les espaces du centre-ville, mais vous aviez tout un ensemble en fait, d'infrastructures matérielles de sécurité. Donc par exemple, j'ai mis les murs de ciment donc avec des petits carrés noirs épais. Mais vous aviez aussi plein de barbelés autour de ces murs. Par exemple, ici, on voit près du Parlement et du ministère de l'Intérieur, on voit l'association de barbelés et d'un mur pour sécuriser encore mieux. Et aussi, vous aviez, par exemple, des checkpoints, donc ces petits ronds noirs, ici, où là, même quand, par exemple, vous aviez une rue, donc celle qui est à côté du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, c'est la rue Noubar, donc qui est vraiment Pardon, j'essaie de me mettre à la place des gens sur Zoom, à droite sur la carte. Vous voyez que ce n'est pas forcément une rue qui est fermée par des murs, mais vous avez des checkpoints ou encore des véhicules de police qui sécurisent cette rue. Et donc, on a vraiment l'ensemble de tout un espace sécurisé qu'il est encore fortement en 2015. Et d'ailleurs, on le voit, alors justement, j'ai changé de couleur pour vous montrer. Alors, en noir, c'est vraiment le dispositif qui est permanent. En tout cas, quand moi j'étais en 2015, c'était un dispositif qui était constant. Mais en vert, je vous ai mis aussi le renforcement du dispositif sécuritaire à certaines, donc on parlait des temporalités du pouvoir politique, il y a des temporalités aussi différentes pour la sécurisation. On voit que par exemple, il y a des espaces qui sont fermés le 25 janvier, donc tous les 25 janvier, c'est-à-dire l'anniversaire de la Révolution de 2011, et aussi autour du 30 juin, donc ça c'est pour 2013, au moment des manifestations et du coup d'État. Et on voit qu'en particulier, c'est la place Tahrir à ce moment-là que l'on barricade complètement. Alors là, ça passe par des checkpoints, des barbelés, parfois des tanks de l'armée qui sont en train de fermer cette place. Et on voit aussi qu'on renforce la sécurité la nuit, avec les checkpoints que l'on voit en vert, par des ronds verts sur la carte. Donc, on a tout un espace qui est vraiment... Ah oui, et je voulais juste aussi montrer l'ambassade américaine ici, qu'on voit vraiment aussi complètement fermée, avec ces murs. Je voulais quand même vous parler un petit peu aussi de l'évolution de ce dispositif sécuritaire. Donc là, vous avez, encore une fois, une photo très sombre. Vous avez en fait la rue Falaki. Donc si je vous la montre, pardon, je reviens, excusez-moi d'être aussi rapide. La rue Falaki, c'est celle qui est à côté du Parlement et qui mène aussi au cabinet, au Conseil des ministres, pardon. Cette rue Falaki, il faut s'imaginer qu'ici, donc avant que j'arrive au Caire, c'était un mur qui fermait cette rue. Or, les murs ont été, pour certains, remplacés par ces portes qui sont aux couleurs du drapeau égyptien. Donc là, vous avez au milieu en fait, un passage pour les voitures, mais il faut s'imaginer que cette porte peut être complètement fermée, notamment le 25 janvier, cette porte pouvait être fermée pendant quelques années. Tous les 25 janvier, cette porte était fermée. De même que sur le côté, donc là on le voit aussi à droite sur la photo, c'est un passage plutôt pour les piétons, qui est d'ailleurs très rarement utilisé par les piétons. On marche plutôt sur la rue, comme vous voyez ce monsieur ici, mais qui peuvent être aussi fermés quand on renforce la sécurisation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour anticiper toutes les manifestations qui peuvent se produire, notamment donc, pendant les jours de commémoration de la Révolution.
Et donc, en fait, dans l'idée, si on réfléchit à pourquoi certains des murs, donc ça, c'est vraiment mis aussi en place par le pouvoir politique. Hein. Donc, je vous disais, certains des murs avaient été enlevés, enfin, on avait tenté, les révolutionnaires avaient tenté d'enlever ces murs-là, mais on voit que l'armée et le pouvoir politique a aussi enlevé certains de ces murs. Ça permet, en fait, de laisser passer quand même les mobilités quotidiennes, de ne pas empêcher la ville dans le centre-ville, les activités économiques, etc., tout en permettant quand même une sécurisation pour anticiper contre en fait, les contestations. Donc c'est une sécurisation qui est un peu plus fluide, un peu plus flexible, mais qui est d'ailleurs tout autant efficace, finalement, puisque en fait, c'est aussi une sécurisation, enfin une infrastructure matérielle qu'on oublie plus que le mur, qui a un aspect très agressif, très militarisé. Et donc, ça permet aussi de faire passer ça, cet urbanisme un peu sécuritaire et militaire, pour un urbanisme un peu plus, enfin, des infrastructures un peu plus banales, en fait, dans l'espace quotidien des Kairotes. Autre chose aussi pour l'évolution de ces murs, donc, je vous expliquerai pourquoi, mais la plupart des murs ont été enlevés aujourd'hui, après 2016, mais il en reste quand même, donc, en fait, ceux qui restent sont autour de l'ambassade américaine. Et là, vous voyez donc un de ces murs restants encore actuellement. La photo ici date de 2020, mais ce mur-là est encore présent. Et on le voit, il a été recouvert de hiéroglyphes. Alors, c'est un travail fait par les étudiants de l'Université des Beaux-Arts de Helwan, qui se trouve d'ailleurs à Zamalek. Et en fait, on voit qu'en fait, on essaie de cacher un peu cet aspect militaire, sécuritaire, en embellissant ces murs. Je vous en montre un deuxième, qui lui, donc là c'est plus clair, qui lui, toujours un mur autour de l'ambassade américaine. Vous voyez aussi toute cette référence à l'Égypte des pharaons. Et cette fois-ci, ça c'est fait donc, directement par le pouvoir politique. Et pourquoi on embellit en fait ces murs? Alors, vous ne le voyez pas, mais en fait, vous avez à un moment donné un logo. C'est difficile à expliquer pour les personnes sur Zoom, mais on voit une sorte de petite barque ici. Et en fait, c'est pour la parade des momies. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la parade des momies. Voilà. Bon, juste un petit rappel quand même. 3 avril 2021, on a eu une grande parade organisée par le pouvoir pour déplacer les momies qui se trouvaient dans le musée dont je parlais au tout début dans le centre-ville, vers un autre musée nouveau, le Musée national de la civilisation égyptienne, qui se trouve à Fustat. Alors pardon, je fais référence un peu à la présentation de ce matin, mais c'était un des quartiers où on avait une vieille ville, en fait. C'était au départ où la capitale a commencé en fait, à se développer. Donc on est vraiment au sud. Et donc en fait, vous avez eu voilà, toute cette scénographie liée à l'Égypte antique, des pharaons. On voit voilà, ces chars de parade. Donc en fait, au-dessus de ces chars, en fait, c'est les momies qui sont transportées. Donc toute cette scénographie pharaonique qui en fait, du coup, il faut savoir aussi que toute la place Tahrir a été bouclée. D'ailleurs, tout le trajet a été bouclé. Hein. Là, vous voyez des gens ici, mais enfin en haut, pardon, de la photo, hein, pour les gens sur Zoom. En haut de la photo, c'est des gens qui sont invités par le pouvoir politique. Voilà, je tiens à le dire. C'est-à-dire qu'en fait, les populations ne pouvaient pas y accéder, donc il fallait une autorisation pour y accéder, et elles étaient exclues en fait de cette parade-là. On n'est pas sur le défilé du 14 juillet où on peut s'y rendre. Donc, vous aviez cette parade des momies, et donc, comme elle passait par la place Tahrir, il faut savoir que les murs autour de l'ambassade américaine étaient sur le trajet de cette parade des momies. Donc c'est pour ça qu'on les camoufle, et d'ailleurs, pour vous montrer à tel point comment ils ont été mis en scène pour un peu légitimer le pouvoir, en fait, puisqu'en fait ces grands événements permettent en fait de légitimer le pouvoir d'Abdel Fattah el-Sisi, surtout pour la communauté internationale. Ça a été retransmis en direct, etc. Et voilà, le mur que je vous ai montré en premier, c'est le mur qu'on voit ici. Et là, ce que j'ai pris, c'est une capture d'écran de la retransmission pendant la parade des momies. Donc vous avez toute cette mise en scène avec des actrices, hein, on pourrait dire, habillées comme
selon un passé d'ailleurs très fantasmé hein, de l'Égypte pharaonique. Et vous avez ce mur qui apparaît directement en fait, sur les chaînes nationales et internationales. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est bien de les camoufler, puisqu'on ne veut pas forcément montrer cette sécurisation autoritaire, en fait, à l'échelle internationale. Donc, on voit que là, en fait, même le dispositif sécuritaire, quand on le camoufle, hein, et qu'on enlève cette dimension et qu'on essaie de faire oublier aussi qu'ils ont servi à empêcher les manifestations hein, et à sécuriser des institutions politiques, peuvent servir aussi d'outils de légitimation du pouvoir autour d'un âge d'or fantasmé de l'Égypte, des pharaons, etc. Et ça, c'est quand même aussi un trait marquant des différents régimes égyptiens où on s'appuie en fait sur ce passé fantasmé pour se légitimer. Là, je vous montre un petit peu aussi cette carte. Alors, il aurait fallu, mais bon, je préférais vous le montrer en grand, mettre les deux cartes un peu en parallèle, mais je vais vous parler des différences. Donc, la carte d'avant, on était en 2015. Là, on est en 2019. Et en fait, on voit en particulier sur cette carte que donc, la plupart des murs autour du Parlement, de l'ancien ministère, alors du ministère de l'Intérieur, je vais parler après, tous ces murs-là, ici, hein, donc dans ce bloc, ont disparu. Seul reste les murs autour de l'ambassade américaine. Donc on voit qu'il y a une sorte de désécurisation matérielle, en tout cas de ce quartier-là gouvernemental. Par contre, je précise quand même, autour de l'ambassade américaine, on a de nouveau, enfin, il y a eu des nouvelles portes entre-temps, et donc du coup on a plutôt une accentuation de la sécurisation matérielle autour de l'ambassade américaine. Et cette désécurisation, notamment pour le quartier gouvernemental, est liée au déplacement en fait, de la principale en fait, institution protégée par ce dispositif sécuritaire, qui est le ministère de l'Intérieur, qui a été donc déplacé en périphérie. Donc si on n'a plus ce ministère-là, plus besoin de sécuriser. Et puis ça permet aussi d'avoir un espace central qui fonctionne peut-être mieux, comme je disais, hein, pour les mobilités quotidiennes, les circulations, etc. Et aussi un espace qui est très visible médiatiquement, où on enlève un peu cette sécurisation matérielle. Et alors, je vous ai dit que je parlerais de surtout deux espaces, mais du coup, je vais quand même vous parler de là où se trouve le ministère de l'Intérieur. À terme, il est censé être dans la nouvelle capitale administrative, je vais en parler tout de suite, mais en fait, depuis 2016, il a été déplacé donc, à New Cairo, donc c'est voilà, le grand quartier que l'on voit autour du petit carré vert. Là, je vous ai vraiment situé dans ce carré vert uniquement le quartier du ministère de l'Intérieur, mais en fait, tout ce qu'il y a autour, ce qu'on voit un peu en rond, là, autour urbanisé, c'est le Nouveau-Caire, qui était une des villes nouvelles. Donc on en a parlé un petit peu ce matin, un programme des villes nouvelles, ça date des années 70 hein, en périphérie du Caire. D'ailleurs, si vous regardez à gauche de la photo, l'espèce d'urbanisation très quadrillée, en carré, hein, j'essaie de décrire ici, c'est aussi une des villes nouvelles, par exemple. Donc on a déplacé le ministère de l'Intérieur en 2016, notamment, en fait, à côté de l'académie de police. Donc là, vous avez des photos prises en voiture, donc pas forcément non plus très belles et très bien cadrées, du nouveau ministère de l'Intérieur. Alors pourquoi je vous parle de cet espace-là? Puisque c'est un espace déjà très sécurisé. Hein. On a l'académie de police. L'académie de police, il faut savoir que toutes les rues autour sont quadrillées par la police, avec notamment des checkpoints. Il est possible de se faire juste stopper par la police pour des vérifications. On a du mal un petit peu à comprendre les règles, qui est contrôlé ou pas. Il y a beaucoup d'arbitraire hein, là-dedans. Donc c'est un espace qui est déjà sécurisé. Et on le voit, le nouveau ministère de l'Intérieur, qui était en fait dans un espace très central, où il y avait aussi des contestations. Là, il se situe dans un espace à côté de la Ring Road. Donc la Ring Road, pour vous montrer, c'est vraiment... Alors si je reviens un tout petit peu peut-être sur cette carte-là, on ne voit pas trop, mais vous imaginez un peu un périph', hein, voilà, autour des espaces centraux. Donc on le voit en fait à partir notamment de New Cairo. Donc si vous prenez le petit carré vert, il y a une rue, une voie même ici en noir foncé, et donc ça forme presque cette ring road, une frontière déjà présente en fait qui permet de sécuriser ce ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que vous n'avez aucune raison d'y être à pied, par exemple.
Et vous n'avez aucune raison d'être dans ce quartier-là si vous ne vous rendez pas soit à l'académie de police, soit au ministère de l'Intérieur. Et alors que dans le centre-ville, on se déplace à pied, par exemple. Et il y a plein de raisons d'être dans un centre-ville. Aller au resto, boire un verre, faire son shopping, faire ses procédures administratives, etc., travailler, etc. Mais là, si vous n'y allez pas, il n'y a aucune raison d'y être. Et on voit différents moyens, encore une fois, matériels, pour créer un peu cette forteresse autour du ministère de l'Intérieur. Vous avez donc d'abord ces petits plots qui forment une première frontière, on va dire, première limite spatiale. Et donc là, ici, par exemple, si vous prenez la photo à gauche, vous voyez qu'en bas, donc là, on est vraiment sur la Ring Road. Première frontière, donc c'est ces petits murets en béton. Ensuite, on a en vert un espèce d'espace tampon qui est là et qui ne sert à rien, strictement. Un espace tampon. Et ensuite, vous avez ces barrières que l'on voit ici, qui sont renforcées. Alors ça, c'est une porte qui permet de se baisser et de se lever pour s'y rendre. Et enfin, vous avez ce qu'on voit en noir. Alors sur la photo en haut à droite, quand vous regardez derrière le grillage, ici, c'est la grande porte très fortifiée en fait, du ministère de l'Intérieur. Voici là, cette fois-ci, en fait, pour vous montrer aussi comment c'est sécurisé, ça c'est l'académie de police. Donc vous avez le premier muret que l'on voit, en fait, qui est le muret d'origine, en fait, le mur de l'académie de police que l'on voit à droite, avec des miradors. Et enfin, si vous allez à gauche ici, on voit que ça a été renforcé encore à nouveau par ces murs de béton. Donc, en fait, on rejoint un espace sécurisé. Néanmoins, en fait, le ministère de l'Intérieur, là, il a été déplacé relativement rapidement, puisqu'en fait, c'était une des principales institutions qui était contestée, en fait, dans le centre-ville. Mais à terme, tous les ministères, ceux dont je vous parlais, en fait, dans le centre-ville, vont être déplacés vers la nouvelle capitale administrative. Et je sais que ça intéresse beaucoup de personnes ici. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus et vous expliquer le projet. Donc là, ici, sur cette carte, vous voyez, là, je l'ai mis ici comme ça, mais en fait, c'est juste un petit bout. Il faut savoir que ça continue. Je vais vous montrer un peu mieux, peut-être. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est le master plan de la nouvelle capitale administrative, mais seulement la phase 1. Il est censé y avoir 3 phases. C'est un projet qui a été lancé en 2015 par Abdel Fattah el-Sisi lors de la conférence pour le développement économique à Sharm el-Sheikh, qui se situe donc voilà, à quelques kilomètres, donc 35-45 kilomètres du Caire, et elle devrait accueillir à terme 6 à 7 millions d'habitants sur 735 km². Pour la phase 1, ils veulent qu'il y ait à peu près 1,5 million d'habitants pour cette première phase. Et on voit, en fait, pour cette première phase, qu'on a un découpage de l'espace en différents pôles fonctionnels. Donc vous avez ici, par exemple, en jaune, là, des quartiers résidentiels. Vous avez ici, alors plutôt en bleu, c'est pratique les couleurs pour décrire, vous avez en bleu en haut à droite le palais présidentiel. Voilà. Donc vous comprenez, donc, c'est-à-dire que ça va comprendre cette partie en bleu, mais aussi le bleu clair et le blanc foncé. Et donc le palais présidentiel qui se situe à Héliopolis actuellement. Et donc on aura ce nouveau palais présidentiel ici. Et là, en bleu clair, juste en dessous, vous avez le quartier gouvernemental. Quartier gouvernemental qui va regrouper les ministères, le Parlement, le Conseil des ministres, tout ce qu'on voyait en fait aussi sur la première carte que je vous ai montrée du centre-ville. C'est aussi une ville qui va être composée d'un Central Business District, donc avec la tour iconique qui sera la tour la plus haute. Je peut-être d'ailleurs. Non. Alors ça c'est par exemple l'exemple de type d'image de synthèse pour représenter les quartiers résidentiels. On voit alors ça c'est un quartier qui s'appellera Garden City. On reprend les noms du centre-ville avec d'inspiration aussi néo-française. Alors ça je suis pas une spécialiste de
de l'architecture, mais voilà ce qu'on a comme image. Donc les images de synthèse, c'est aussi un outil de promotion de cette ville, très, très important. Et donc voilà, je vous parlais du Central Business District, donc de ce centre d'affaires, avec effectivement en fait ces tours en verre ici, et ici, alors ces tours en verre, pardon, sur la photo à gauche, et la photo à droite, vous avez donc deux bâtiments, celui qui est au fond, donc qui est plus fin, vous avez la tour iconique en train d'être construite. Donc plus haute tour d'Afrique. Selon donc il faut savoir que c'est un projet qui devrait... Alors au départ, ils estimaient ce projet à 45 milliards de dollars, donc c'est à peu près 40 millions d'euros. Aujourd'hui, on parle plutôt de 58 milliards de dollars. Donc on a aussi des chiffres. Alors, en termes... Donc ça c'est intéressant, mais je peux en parler dès maintenant. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Non, mais ça me dérange. Donc... C'est un projet qui est censé être financé par notamment des capitaux privés qui ne devraient pas normalement peser sur le budget public de l'État. Donc, il faut savoir qu'il y avait des investisseurs, notamment des pays du Golfe. Certains d'ailleurs se sont retirés puisqu'ils ne voulaient pas assurer leurs investissements par une compagnie Emaar Property. Enfin bon, bref, ça c'est des questions un peu géopolitiques que je maîtrise un peu moins, je dois vous avouer. Mais ils ont été aussi remplacés par des investisseurs chinois. Vous avez également aussi des entreprises égyptiennes qui investissent dans cette nouvelle capitale. Et là, en particulier, le CBD, c'est surtout des entrepreneurs chinois, en lien avec, bien évidemment, les autorités égyptiennes. Et ce projet, il a, en fait, dans le discours officiel, bien évidemment, c'est pour décongestionner les espaces centraux du Caire. Donc on parlait notamment dans le tout premier aussi, le premier reportage un peu touristique, ça parlait du Caire pollué, congestionné par le trafic, etc. Et donc ça, c'est les arguments en fait officiels pour justifier cette nouvelle capitale. Ça a aussi en fait une fonction de légitimation du pouvoir. Dire qu'on fait la tour la plus haute d'Afrique, qu'on fait la mosquée aussi. J'ai peut-être aussi une photo. Alors ça, c'est encore aussi une vue de la tour iconique du Central Business District qui est en construction. Donc, vous voyez aussi l'échelle. Hein, ce n'est pas une ville à taille humaine. Et donc voilà, ça c'est la mosquée que vous pouvez voir ici, qui est censée donc être une des plus grandes mosquées du Moyen-Orient. Donc en fait, l'idée de cet urbanisme monumental, de ce gigantisme des projets, c'est une façon d'être une vitrine à l'international dans la compétitivité des villes en fait. Et donc, à la fois pour attirer des investisseurs étrangers, mais aussi pour se montrer comme une nation moderne, en particulier avec, donc, comme je vous ai montré aussi, des tours en verre, donc cette architecture très, très, très moderne. Et c'est un petit peu donc, ce que disait aussi Giovanna dans sa présentation, l'idée que l'inauguration de cette première phase de la nouvelle capitale administrative, qui va se passer normalement en novembre 2022, mais tout est repoussé en Égypte, hein, et souvent ça a beaucoup de retard, mais devrait marquer l'avènement de la Nouvelle République, annoncée par Abdel Fattah el-Sisi depuis 2021. Nouvelle République qui est censée donc être moderne, développée, etc. Et je vais vous proposer éventuellement une autre lecture, bien évidemment, de cette nouvelle capitale. Là, je vous montre donc ça c'est aussi vraiment pour imager le quartier gouvernemental avec ses ministères, ici. Ah oui, petite chose aussi pour l'âge d'or dont je parlais, un peu fantasmé par les pharaons. Alors, j'ai pas de photo, je suis désolée, mais on le voit sur les images satellites, puisqu'on n'a pas accès, par exemple, au palais présidentiel qui est en train d'être construit. Mais sur les images satellites, on peut voir que, par exemple, il y a une allée en forme de croix Ankh. Alors, la croix Ankh, c'est le symbole de vie, hein, hiéroglyphe dans l'Égypte antique. Et donc, voilà, on continue à se relier à ce passé fantasmé, mythifié, etc. Mais du coup, on pourrait le voir aussi donc, comme un projet absolument sécuritaire, puisque c'est l'idée aussi de mettre à l'abri les institutions politiques, hein, loin des espaces de contestation, puisqu'il n'y aurait pas possibilité de s'y rendre
très facilement, en fait, dans cette nouvelle capitale. Faut savoir aussi que cette nouvelle capitale administrative, qui devrait être aussi une smart city. Donc la smart city, donc la ville intelligente, hein, pour traduire, c'est un modèle de ville où notamment toutes les données, que ce soit le trafic, la consommation, etc., sont censées être centralisées. Donc il y aura à peu près 6000 caméras dans cette nouvelle capitale administrative. On voit bien que, qui vont donc, du coup, en fait, être toutes les images vont être centralisées dans un seul espace. Et d'ailleurs, notamment, en fait, ce centre de données, etc., sera probablement aussi surveillé par l'armée. Et donc, en fait, on voit bien que sous couvert d'arguments techniques de on améliore le trafic, etc., on a en fait un argument sécuritaire très fort qui permet aussi, donc cette surveillance permet aussi d'éviter toute contestation. Et notamment, en fait, c'est vraiment penser la nouvelle capitale comme étant une antithèse de la ville-centre du Caire, en fait, qui est effectivement congestionnée, polluée, mais qui est aussi jugée trop contestataire par le pouvoir politique. D'ailleurs, on pourrait faire un peu un parallèle, donc la place Tahrir, place de la Libération, hein, si on traduit Tahrir. Il y aura une place dans cette nouvelle capitale, une place du peuple, pas très loin du Parlement. Voilà, c'est le nom officiel, hein, mais donc complètement contrôlé, aseptisé, et donc pas du tout pour le peuple. On voit aussi que les toponymes dans cette ville, c'est un argument de légitimation et de propagande, bien évidemment. Et les obsessions sécuritaires, on les voit dans le discours d'Abdel Fattah el-Sisi très facilement, qui parle de 2013 comme étant une glorieuse révolution, terme de révolution contesté par notamment des anciens révolutionnaires de 2011, mais par contre qui dit que ce qui s'est passé en Égypte en 2011 ne doit pas se reproduire. Voilà, très clairement, il l'a dit. Comme je disais aussi, la dimension sécuritaire de ce projet, on peut le voir aussi donc, par les acteurs en fait, qui s'occupent de cette nouvelle capitale. Donc les investissements sont privés. Les investisseurs sont privés. Mais la mise en œuvre des projets, c'est une compagnie qui s'appelle ACUD, ACUD, qui du coup en fait, est une compagnie pour le développement urbain de la nouvelle capitale administrative. Et dans le comité de direction, donc ça a été créé en 2016, ACUD, on a en fait, après c'est aussi des informations qui sont difficiles un peu à avoir, mais elle est dirigée notamment par un général donc, de l'armée. Dans le comité de direction, on a 5 membres qui appartiennent aux forces armées, et 3 du ministère du Logement. Parce que normalement, ACUD, c'est une coopération entre le ministère de la Défense et le ministère du Logement. Mais la place, notamment des acteurs militaires, est devenue de plus en plus prégnante, notamment dans ACUD. Et d'ailleurs, en fait, ça a un intérêt pour l'armée, financièrement, cette nouvelle capitale administrative. Il faut savoir que l'armée, en fait, peut être aussi un investisseur et un aménageur de l'espace. Le décret de 2015, donc décret présidentiel qui a été donc, décrété par Abdel Fattah el-Sisi, permet en fait aux forces armées d'étendre leurs activités à des activités lucratives, d'investissement immobilière, etc., de construction, etc. Donc voilà, pour ces acteurs-ci, bien évidemment, c'est marqué tout autour aussi d'une culture du secret. C'est-à-dire que longtemps, le chantier de la nouvelle capitale administrative a été confidentiel. On ne pouvait pas y aller. Sauf que comme là, les constructions sortent de terre, le pouvoir veut aussi montrer que ça peut être une réussite. Et donc, il est possible, avec autorisation, etc., ça peut être compliqué, mais de s'y rendre. Pour vous donner une petite anecdote aussi, moi, j'ai été étonnée de voir, vous savez, ces youtubeurs voyage qui se rendaient, en fait, dans la nouvelle capitale administrative et qui faisaient une petite vidéo tranquille en parlant avec des travailleurs dans les chantiers, etc. Et donc, ça m'avait pas mal étonnée. Mais en fait, c'est un élément aussi gratuit, un peu de promotion pour le pouvoir. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment il est arrivé ici, parce que des fois, ces youtubeurs voyagent. Alors,
vous n'êtes pas forcément tous au courant de ça, mais c'est des gens qui vont dans les pays et qui sont payés par des syndicats, enfin, par exemple l'Office de tourisme, pour faire la promotion sur YouTube des pays, d'un lieu, etc. Bon, voilà, c'est un modèle économique et une activité économique comme une autre, mais là, on peut se demander comment il a fait pour entrer dans la nouvelle capitale administrative, quoi. Enfin, et donc, en fait, le régime commence vraiment à montrer qu'il est fier, en fait, de cette nouvelle capitale et qu'il faut en parler. Et donc, comme je disais aussi, alors, pour vous montrer aussi comment, dans les processus, enfin, c'est donc une nouvelle capitale qui est donc complètement planifiée par le haut, par le pouvoir politique. Et en fait, comme je disais, comme c'est des investissements privés, hors budget public de l'État, le pouvoir estime que comme ça n'est pas un fardeau pour la société égyptienne, l'utilisation de cet argent-là n'a pas à être débattue dans la société égyptienne. Et ça, c'est très clair et c'est un discours officiel, c'est dit. Voilà. Alors, on ne vous donne pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est très dit, c'est hors du budget public de l'État. Donc, pas besoin de prendre en compte la vie des Égyptiens. Et bien évidemment, en fait, c'est aussi une capitale qui a destination beaucoup plus des riches, des classes moyennes supérieures, voire classes supérieures. Faut savoir qu'en moyenne, si je vous donne un chiffre, on serait à peu près, pour acheter en fait à 9 000, 10 000 livres égyptiennes au mètre carré, ce qui correspond à 450, 500 euros le mètre carré, sachant qu'on a quand même plus de 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté en Égypte. Donc, bien évidemment, c'est à destination de ces classes supérieures. Et d'ailleurs, en fait, alors moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais d'après des derniers chiffres que j'avais entendus, le salaire moyen était de 2800 livres égyptiennes. Enfin, on est sur quelque chose... Voilà, ce n'est pas du tout comparable. Et donc, on aura en fait une ville fortement privatisée, inégalitaire. Alors, je ne sais plus si j'ai... je passerai après. Très privatisée, inégalitaire, donc, qui exclut en fait les populations les plus pauvres, bien évidemment. Et chose à laquelle, que je voulais un petit peu ajouter, je n'avais pas forcément prévu d'en parler, mais on a commencé un peu à en parler, notamment ce matin. Faut s'imaginer qu'en fait, cette nouvelle capitale administrative sera reliée par un monorail, mais aussi par des autoponts. Et les autoponts partent en fait des espaces centraux du Caire pour aller à la nouvelle capitale administrative, et ça participe notamment à la destruction de nombreux quartiers. Que ça soit par exemple le quartier d'Héliopolis dont on a parlé ce matin, va y avoir un autopont, et donc là on est dans un quartier plutôt classe moyenne pour l'espace qui va être donc rasé. Hein. Les autoponts, on les voyait aussi dans les images de reportage, donc c'est ces grandes autoroutes qui sont surélevées, hein. Voilà, pour vous les décrire. On a aussi ce problème-là en fait, de voies rapides pour la Cité des Morts. On parlait des cimetières peuplés. Donc en fait, la Cité des Morts, c'est un cimetière mamelouk qui a une valeur patrimoniale, mais qui est aussi peuplé. Et donc en fait, ces personnes-là sont expulsées, leurs maisons sont rasées très rapidement. Voilà. Parce qu'en fait, on est aussi dans un contexte où tout autour, là je vous ai montré par exemple le centre-ville moderne, donc un quartier d'habitat formel, mais tout autour des espaces centraux, vous avez des quartiers d'habitat informel ou précaires, pour ce terme-là, et qu'on essaie d'éradiquer en fait dans la ville. En 2016, Abdel Fattah el-Sisi a annoncé qu'il voulait une ville sans quartier en fait, informel, dit unsafe, donc dangereux en fait, ils sont qualifiés comme ça. Alors unsafe normalement pour les populations, les habitants, mais on peut se poser la question de si ce n'est pas une excuse pour simplement les expulser. Donc en fait, on voit que aussi la nouvelle capitale administrative, elle influence en fait et elle marque, elle défigure aussi la ville à travers ces autoponts des espaces centraux et des quartiers un peu plus périphériques, notamment les quartiers informels, mais aussi des quartiers comme Mahadi aussi. Il y aura ces autoponts, qui est un quartier d'ailleurs plus classe moyenne supérieure. Donc voilà. Tout simplement, je voulais ajouter un truc, mais j'ai oublié entre-temps, mais ça me reviendra, peut-être dans le débat. Et donc, bon, bah voilà, je voulais juste vous montrer aussi encore une autre photo, peut-être encore plus parlante de cet urbanisme des ministères. Oui, les voies aussi, les rues dans la nouvelle capitale, les avenues sont construites par l'armée.
toutes ces infrastructures, et elles sont très larges. Bon, facile, hein, alors déjà, je vous ai dit, hein, c'est compliqué d'ici rendre pour aller manifester, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller, bon, voilà. Mais en plus, si on veut faire passer un tank très rapidement, ça, c'est plus facile que dans le centre-ville. Le centre-ville où, en fait, c'est des voies, c'est un centre moderne, mais en fait, il y a plein de petites allées où on pouvait, d'ailleurs, les révolutionnaires pouvaient un peu se protéger, se réfugier, notamment lors des affrontements avec la police. Donc voilà pour ça. Et je voulais juste finir par cette carte un peu de synthèse, tout simplement avec donc plutôt le centre-ville qui a été longtemps sécurisé puis qui commence à être désécurisé, hein, puisque ça devient vraiment un espace un peu plus stabilisé, normalisé, voilà, et de légitimation du pouvoir qui se met en scène, comme je vous ai dit avec la parade des momies, par exemple. Un espace transitionnel, un peu de transition, où on rejoint un compound sécuritaire, mais à terme, alors le ministère de l'Intérieur ne va pas être déplacé pendant la phase 1, mais phase 2 ou 3, je ne sais plus, il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Et un espace projeté, où là on produit vraiment une ville sécurisée, avec la nouvelle capitale administrative. Capitale administrative, d'ailleurs, on l'appelle la capitale administrative parce que ça n'est pas la capitale constitutionnelle de l'Égypte. C'est-à-dire que dans la Constitution, c'est le Caire. Et or, le régime ne veut pas changer la Constitution. Donc, du coup, on l'appelait administratif. Ce sera le lieu où siège le pouvoir, sans avoir le statut de capitale dans la Constitution. Et donc, ça restera le Caire. Et d'ailleurs, la nouvelle capitale sera complètement reliée au gouvernorat du Caire, administrativement. Donc, voilà pour ma présentation. Donc, je voulais savoir s'il y avait aussi les promoteurs chinois qui venaient et si c'était comme le cas en Algérie où ils étaient venus avec leurs ouvriers. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises. Après, moi, j'ai visité la nouvelle capitale administrative. Effectivement, c'est des promoteurs qui viennent. Hein. Et ils viennent avec leurs ouvriers. En fait, on voit aussi... oui, parce qu'on voit, en fait, par exemple, sur les... les indications sont en chinois aussi. En fait, dans la nouvelle capitale administrative, chinois, arabe, anglais aussi. Donc vous avez ça. Donc oui, les ouvriers doivent être chinois. Après, moi, la proportion ou ce genre de choses, je ne peux pas vous dire parce que en fait, je n'ai pas fait une étude là-dessus et je n'ai pas pu parler avec des ouvriers, par exemple. Et comment ils vivent, etc. Alors, je pense qu'il doit y avoir des logements non temporaires, en fait. Je pense qu'ils doivent vivre en ghetto. C'est vrai que là, pour le coup, je ne sais pas du tout concrètement comment ça se passe et je ne voudrais pas dire de bêtises. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant. J'aurais deux questions. La première, peut-être un peu naïve. Est-ce que la migration des institutions politiques s'accompagne par une migration des institutions sécuritaires, type état-major ou ministère dédié, etc. Oui. Et la seconde, c'était par rapport aux investisseurs étrangers, pays du Golfe, Chine. Est-ce que ces investisseurs-là, qui ont une perception de la sécurité du régime assez particulière, ont également un mot à dire dans la conception de ce projet, dans la réalisation des infrastructures? Ok. Alors pour la première... Oui, merci. Pour la première question, oui, en fait, par exemple, on a le ministère de la Défense qui va être aussi déplacé. D'ailleurs, c'est une architecture très, très, très particulière qui veut imiter le ministère de la Défense américaine. Voilà, ce genre de choses. On est aussi là-dedans. Et donc, en fait, oui, à terme, alors déjà, il y a eu beaucoup, en fait, on en avait parlé ce matin aussi, il y a eu beaucoup, en fait, d'institutions militaires qui ont été déjà déplacées vers le Nouveau Caire, ou vers Nasr City, vers les périphéries. Et donc, du coup, en fait, on a déjà ce phénomène-là de périphérisation, mais je ne crois pas forcément, par exemple, par exemple, il y a la sécurité d'État ou ce genre de choses. Je ne suis pas sûre encore pour l'instant qu'ils ont des bâtiments, mais de toute façon, ça, on ne pourra pas savoir tout de suite. Et pour la perception, alors ça, c'est là où vous me posez une colle, quoi. C'est le jeu d'acteur, en fait, et qui a son mot à dire sur quoi. Là, il faudrait être un peu dans les coulisses des décisions et de comment ça se fait. Le master plan, il est fait par des cabinets d'urbanistes égyptiens, en fait. Mais l'idée, c'est juste que
les investissements se font plutôt sur la promotion immobilière, on va dire. Mais il faut savoir que, par exemple, si là, les bâtiments sont en train de sortir de terre, plein de choses ne sont pas encore planifiées. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les bâtiments, on parle de la tour iconique, des tours en verre, etc. Mais quand on leur demande est-ce que vous avez prévu des espaces piétonniers, est-ce que vous avez prévu des transports en commun, ce genre de choses, on nous a répondu clairement, ces espaces-là n'ont pas été encore planifiés. Alors, j'espère quand même que les sous-sols sont un peu... C'est vrai que je n'ai pas posé cette question-là, moi je suis plus sur le sursol. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette nouvelle ville, c'est les questions d'eau. Et donc, j'ai déjà posé une question ce matin, je suis désolé si je radote un peu, mais l'idée c'est que cette capitale va prendre énormément d'eau. Et si les égouts ne sont pas prévus, il faut de l'eau pour faire couler tout ça. Et de toute façon, pour l'amener où exactement, ça ne peut aller que dans la mer Rouge. Une ville nouvelle de 7000 personnes, j'imagine un petit peu la complexité de cette gestion d'eau. Voilà, c'est juste une question générale. Oui, ça pose la question directement de la durabilité de cette nouvelle capitale administrative, sachant que toutes ces questions aussi de durabilité environnementale, la COP27 va être organisée en Égypte, là, en novembre 2022. Mais donc effectivement, il va y avoir en fait, il n'y a pas eu, en tout cas, j'en ai pas trouvé, mais il faudrait chercher plus, des études vraiment sur qu'est-ce qui va être consommé en termes d'énergie et d'eau dans cette nouvelle capitale administrative. Alors vraiment, peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas, peut-être qu'elle existe, mais voilà, peut-être qu'elle existe, mais en tout cas, on n'a pas accès, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, effectivement, en plus, on prévoit des espaces verts en fait, dans cette nouvelle capitale administrative, notamment les différents quartiers fonctionnels sont censés être reliés par des coulées vertes. De ce que j'ai compris, c'est que l'ambition de ces coulées vertes a déjà été réduite en termes de superficie. Donc on a déjà commencé à se dire, oui, s'occuper d'espaces verts dans le désert, ça risque d'être compliqué. Donc il y a ça. Et puis oui, donc sur ces questions de durabilité, en fait, je ne pense pas que ce soit leur priorité. De toute façon, si on écoute le discours du porte-parole, c'est ça qui est intéressant, il l'assume, c'est un projet d'investissement. C'est ça son terme. Donc finalement, sur le reste, on attendra, quoi. Donc voilà. Oui. C'était juste sur comment relier la nouvelle capitale avec les autres villes. Vous avez parlé de rail, mais je n'ai pas bien compris. De quoi s'agit-il ? C'est comme une sorte de navette assez rapide, un peu comme un métro aérien, on va dire. Enfin, après, moi, j'ai pas les termes, techniques sur les transports, je m'excuse. Mais donc oui, voilà, c'est un métro assez rapide, qui va relier. Et les autoponts, donc voitures individuelles. On est sur le modèle aussi de la voiture individuelle. Et je n'ai pas... Alors, il faudrait peut-être que je regarde, parce qu'en fait, on a les informations un peu au compte-gouttes. Quel sera le prix du ticket, par exemple ? Ça pourrait être aussi un bon indicateur qui on vise. Concernant l'ensemble des bâtiments officiels égyptiens qui seront du coup amenés à déménager dans la nouvelle capitale, que vont-ils faire de ces bâtiments ? Il me semble que Mongama devient un espace, alors je sais pas très bien, un hôtel ou un espace de vie un peu chic mais populaire. Enfin, je veux dire un espace du coup qui va être rénové. Voilà. Qu'en est-il pour les autres bâtiments officiels ? Alors, c'est un peu toute la question, c'est-à-dire que le Mugama, effectivement, mais pendant longtemps, on ne savait pas ce qu'il allait devenir. Et donc, effectivement, ça devient un complexe hôtelier. Donc, il parle de complexe du Mugama ou de la place Tahrir, où il y aura aussi un rooftop, il y aura des restaurants, voilà. Mais on voit très bien, on est complètement, en fait, aussi en train de cibler des classes plutôt supérieures aussi. Il y a un processus énorme de gentrification dans le centre-ville du Caire. Et en fait, c'est des projets qui se font sous forme d'appel d'offres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des bâtiments qui appartiennent à l'État, mais ils ont créé un fonds monétaire, un fonds d'investissement, qui permet de faire passer en fait l'occupation de ces ministères-là, enfin de ces bâtiments publics, pour du privé, pour faire de la spéculation aussi privée, immobilière, etc. Donc ça, on le sait pour le Mugama, mais par exemple le ministère de l'Intérieur, pour l'instant, j'ai entendu rien
de précis en fait. Et je pense qu'on favorise aussi beaucoup ces projets-là très rapidement, notamment le Mugama, parce qu'on est sur la place Tahrir. On est sur un espace très visible, comme je disais, médiatiquement, internationalement. Voilà, et donc c'est aussi un espace où il y a encore quand même le musée des antiquités égyptiennes. Donc on veut attirer les touristes, etc. Donc le ministère de l'Intérieur, par exemple, il est un peu plus caché, on va dire. Très peu de gens s'y rendent. Voilà, enfin, dans ces rues-là, c'est pas des rues touristiques, quoi. Enfin, non, mais je veux dire autour. Donc du coup, forcément, on privilégie d'abord, je pense, la place Tahrir et la rénovation de la place Tahrir. Mais c'est pas du tout des projets à destination d'un public, peu importe lequel. Enfin, on est sur de la spéculation. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'avec la guerre en Ukraine, la situation peut évoluer sur le plan politique, parce qu'il va y avoir un problème alimentaire assez important en Égypte, puisqu'elle se fournit essentiellement en Russie et en Ukraine? Ouais, bonne question d'actualité, je n'en sais rien. Moi non plus. Voilà, je me permets de vous dire aussi les limites de ma réflexion. Je ne peux pas vous en dire plus, hein. Je comprends, c'est une question qui est là. Ah oui, non, mais complètement. Non, mais c'est une très très bonne question et c'est hyper pertinent. Je peux juste pas y répondre sans dire de bêtises. C'est tout. Voilà. Merci.